Donc, on va poursuivre avec Monsieur Roland Legros de l'association Les Amis de la Terre, qui va parler de la convergence abondant du cycle et sécurité du Somoduc. Bien, alors bonjour, et nous allons commencer par la convergence irrésistible des cavités salines. Vas-y, tu changes. Donc, on vous a dit, pour creuser dans du sel, il faut de l'eau. Donc cette eau, elle va arriver, on va voir qu'elle va arriver de la mer, elle va se charger en sel, on va passer de 30 grammes au litre à 250-300, ça va devenir de la saumure, elle va être évacuée. Vas-y, change. Alors, pour gérer tout ça, on va utiliser un somoduc. Alors bien entendu, dans ce genre de choses, quand un maître d'ouvrage vous parle d'un projet, il n'y a jamais une solution. Les études sont toujours en cours. Et là, donc, on nous a proposé 2 tracés possibles. Alors, il y en a un, ils ne peuvent pas faire autrement, mais à partir de là, il y en a 2. Alors, si je vous dis qu'un des 2 fait 10 km de plus que l'autre, vous comprenez très vite où est le bon. Vas-y, change. Alors, un somoduc, c'est quoi? C'est en fait 2 tubes de 500 mm de diamètre, 50 cm de diamètre, 40 km de long. L'un part de la mer et va amener de l'eau légèrement salée vers Pouillon, à 120 mètres d'altitude, donc avec des stations de pompage, etc., etc. Le deuxième ramène la saumure de Pouillon et va la rejeter en mer. Et pareil, même problème. Alors, des risques de pollution au sel, vous remarquerez que j'ai mis au sel et pas au pluriel, et que je l'ai mis entre guillemets, parce que comme vous l'ont dit les intervenants précédents, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. On sait qu'il y a entre 80 et 90% de sel de cuisine, entre guillemets, mais le reste, il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Et ces pollutions, donc il y a un risque de pollution en mer, mais rassurez-vous, EDF nous a dit que ce n'était pas vrai, que tout allait être bien. Il y a également un risque important de pollution au sol, en terre, tout simplement en cas de corrosion du somoduc. Vous savez que le sel est très très corrosif, donc un accident de pelleteuse par-dessus, et vous obtenez une fuite de saumure. Je vous rappelle qu'on est à 800 mètres cubes par heure, ce qui équivaut à peu près à 50 kg de sel, entre guillemets, par seconde. Une pollution par le sel met 5 fois plus de temps à être absorbée par la terre qu'une pollution aux hydrocarbures. C'est beaucoup moins visible, mais c'est beaucoup plus efficace. Ensuite, un rejet en mer par canalisation enfouie. Alors là aussi, c'est bien, on nous a promis, on nous a dit, il n'y a pas de problème là-dessus, rassurez-vous. C'est une zone touristique, d'accord, mais on ne fera pas l'enfouissement des canalisations dans le sable au printemps, ni à l'été, ni à l'automne à cause du tourisme. On fera ça en hiver, et encore quand il n'y a pas les tempêtes. On a chez nous un exemple, malheureusement, que DF ne devait pas connaître, c'est celui de la Salie. La Salie, au sud d'Arcachon, au nord des Landes, comme vous voulez, on a cherché à mettre un exutoire en mer, pareil, à 2000 au large, enfoncé dans le sable, bien enfoui. Ils ont fait 2 tentatives et ça s'est résolu par un problème très simple. On a un wharf, donc on éjecte les eaux de la Salie au ras de la plage. Ensuite, il y aura des heureux propriétaires qui vont être traversés par donc ce somoduc, ce double tube enfoncé à peu près à 1,20 m, 1,50 m de fond. On va les indemniser largement, nous a dit EDF, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est que normalement, en 2032, les travaux de creusement seront finis et EDF nous a précisé que à partir de là, eh bien, le somoduc serait neutralisé. Alors on a bondi un petit peu, on leur a demandé c'est quoi neutraliser, vous ne le démontez pas? Ah non, on ne démontera que là où c'est possible, ailleurs on le neutralisera. C'est-à-dire qu'on va le remplir de sable, de cailloux et il sera neutralisé. En fait, nous avons un énorme doute sur la neutralisation de ce somoduc en 2032. Tu changes? Alors un doute pourquoi? Parce que le premier problème, oui en effet, tu n'as pas le bon. Le premier problème, c'est la convergence des cavités. Dès qu'on va creuser une cavité, dans le sel, on vous l'a dit, c'est un corps viscoplastique, eh bien, ce sel va recevoir la pression de l'ensemble des terres qui sont au-dessus. C'est ce qu'on appelle la pression lithostatique. Cette pression, elle va augmenter de 220 bars par 1000 mètres. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas mettre de cavités salines trop profondes, parce que plus elles vont être profondes, plus elles vont vite se refermer sur elles-mêmes, elles vont converger. Elles vont converger par fluage. Alors, pour éviter ce fluage, pour le ralentir, et ça va être bien, ça va être génial, on va mettre le gaz sous pression.
Mais pour mettre le gaz sous pression, il y a plusieurs limites. La première, c'est une limite basse, 60 bars. Si la pression de stockage est trop faible, la cavité se referme trop vite et elle risque de se fissurer, se détériorer au niveau des clivages, on vous en a parlé, et elle risque de s'effondrer sur elle-même. Une cavité qui converge à plus de 2% par an, c'est ce qui s'est passé à Tersanne, dans le sud lyonnais. Au bout de 2 ans de service, la cavité s'est effondrée. L'autre borne de la pression, c'est la pression maximum. Et là, il y en a deux. La première, c'est le gaz que l'on va comprimer. Alors, vous savez que pour nous, les amis de la Terre, ce stockage d'EDF est un stockage spéculatif, et uniquement spéculatif. Autrement dit, ils vont acheter du gaz l'été à pas cher, le comprimer et le mettre dans la cavité. Le problème, c'est que quand on comprime du gaz, il s'échauffe. Et donc, il faut le refroidir. On est en été, c'est génial. L'hiver, ils vont soutirer le gaz et ils vont donc devoir le réchauffer. Deuxième limite, c'est que si la pression de stockage dépasse la pression lithostatique, eh bien, la cavité va se fissurer et on vous l'a dit tout à l'heure, on va avoir la même chose qu'avec les gaz de schiste, des fracturations hydrauliques, et la cavité risque de se détériorer rapidement et s'effondrer. En tout état de cause, une cavité a une convergence d'à peu près 1% par an, c'est-à-dire qu'elle se referme sur elle-même. Alors, quand une cavité se referme sur 1% par an, c'est pas beaucoup. Sauf que sur le long terme, parce qu'on est sur des périodes très longues, en 30 ans, elle perd 30%. Et en plus, elle s'est déformée. Comme elle s'est déformée, eh bien, il faut la relessiver. On conseille de la relessiver tous les 30 ans. Donc, à partir de là, il va falloir bien aller rechercher de l'eau de mer. Donc, peut-être qu'aux alentours de 2040-2050, on aura besoin du Somoduc. Change. Ensuite, il y a un petit problème qui est lié à la convergence. Lorsque la convergence se fait, eh bien, la cavité se referme. Donc, il y a des masses de terre, de sel qui arrivent et qui pénètrent, là, qui bouchent le trou. Et d'où viennent ces masses de terre? Bien, elles viennent du dessus. Autrement dit, la surface du sol va progressivement s'affaisser. Alors là aussi, EDF nous a rassurés, nous a dit, rassurez-vous, hein, quelques millimètres par an, pas en tout, c'est pas un problème. EDF nous avait conseillé aussi d'aller voir du côté d'Etzel, en Allemagne, voir ce qui s'y passait. Soi-disant, ils faisaient des choses extraordinaires là-bas, on s'est aperçu qu'en fait, ils n'y faisaient pas grand-chose. Et comme dans le coin ici, il y a des gens qui sont d'origine allemande, ça a été très pratique, on a pu traduire des documents. Et on s'est aperçu de choses intéressantes. À Etzel, la société qui creuse les cavités s'appelle IVG. Et IVG a dû reconnaître en 2009 que le sol s'était affaissé au-dessus des cavités de 26 cm. Ils ont commencé à construire, à creuser début des années 80. Les modèles prévoient un effondrement de 1,43 m en 2044, 2060, nous serons à 2,30 m. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez important. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de cavités que chez nous, mais ils ont peut-être des diapires un petit peu plus conséquents aussi. Alors ça va donner quoi? Ça va donner à Etzel une cuvette d'effondrement ou d'affaissement qui va faire à peu près 20 km² pour 184 cavités. Pour l'instant, il y en a une trentaine. Et donc, plus de 5 km de long sur plus de 3 km de large. Vas-y, tu changes. Alors, dernier problème, qu'est-ce qui va se passer après, lorsque EDF n'aura plus besoin des cavités? Alors là, on est resté dans le flou le plus complet. On leur a demandé combien vous comptez exploiter. Ils n'ont pas répondu. Qu'est-ce qui va se passer après? Ils nous ont rassuré là aussi. Rassurez-vous, la cavité, une fois qu'on n'en a plus besoin, on remplit d'eau salée, puis on bouche. Bon. Le problème, c'est que quand on va gratter un petit peu cette affirmation, on s'aperçoit qu'il y a une procédure qui est définie par l'INERIS. C'est ce qu'on appelle l'abandon. Alors, on vous en a parlé tout à l'heure. L'abandon, c'est l'art et la manière de fermer une cavité et de se débrouiller pour qu'au bout d'un certain moment, eh bien, il n'y ait plus rien qui se passe. Alors, que prévoit l'INERIS? Elle prévoit une vidange de la cavité, il faut sortir tout le gaz. Et ça, mais je ne vois pas combien il me reste, donc... Et alors? Donc, il faut enlever absolument tout le gaz, et ça, c'est très difficile, parce que la cavité est déformée, donc il y a des poches de gaz partout. Ensuite, il faut remplir de saumure. Alors, de deux choses l'une, ou
on fait comme le sapeur camembert. On creuse à côté pour remplir la cavité que l'on veut boucher, et ensuite il faudra recreuser un troisième trou pour boucher le deuxième, etc., etc. Sauf que dans ces époques-là, a priori, il n'y aura plus d'exploitation de gaz. Pic de Huber du gaz 2025, on prévoit qu'aux alentours de 2070, à la consommation qu'on a, on n'a plus besoin de gaz, donc on n'a plus besoin de le stocker. Donc, il va bien falloir reboucher avec de la saumure qu'on va fabriquer ailleurs. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va aller vraisemblablement chercher en mer l'eau salée, faire un petit peu évaporer pour concentrer en saumure, on remet la saumure. Mais quand c'est plein, c'est pas fini. Parce que cette saumure, lorsqu'on la remet dans la cavité, eh bien, elle va avoir des échanges physico-chimiques, des échanges thermiques, il faut qu'elle se réchauffe. Et l'INERIS nous explique que pour des cavités de cette taille, ça va prendre au moins entre 25 et 50 ans. Au bout de 50 ans, quand tout est équilibré, eh bien, on pratique l'obturation. Mais c'est pas fini. Parce qu'il faut encore au moins 20 ans de surveillance, et ce n'est qu'au bout de ce temps-là qu'on pourra dire que l'abandon est fait. Alors, j'avais normalement un autre truc. Là, non, je ne change pas encore. L'INERIS pose deux questions en fait. Au vu des délais, qui s'en charge, qui finance? Il ne faut pas oublier que là, on est à 70-80 ans après la non-exploitation, la fin d'exploitation. Qui finance? Qui s'en charge? On a, pas loin de chez nous, on a découvert au travers de ce dossier qu'à Carès et Cassabert, c'est dans le sud de Lac, on avait des cavités de 9 000 à 12 000 mètres cubes. Donc c'est tout petit, hein, c'est 40 à 50 fois plus petit que celles qui sont prévues, que chacune de celles prévues par EDF. Fin d'exploitation 88, début de l'abandon 2001, c'est toujours pas fini. Elles ne sont même pas bouchées encore. D'accord? Tout à l'heure, on parlait de cavités qui risquaient de se fermer très vite. En France, il y a une cavité qui s'est effondrée à Tersanne au bout de 2 ans de service. Voilà, tu changes. Je crois que je vous remercie de votre attention. Si vous voulez des renseignements complémentaires, vous allez sur le site des Amis de la Terre et vous aurez un dossier assez complet. Merci. Merci à vous.